le plus contre-intuitif de tous, mais de tous depuis le début de la boîte, c'est en disant qu'en faisant moins, on fera plus. On avait 500 API, on n'avait pas de reach, on passe à une API, on a un reach de malade. Et ça, je pense qu'en peut-être des gens, tu sais, qui sont des marketeurs, HEC, c'est des choses qu'ils comprennent bien, mais en tant que tech, pour moi, un software qui a plus de capacité, c'est un software qui va être mieux adopté. Mais en fait, c'est complètement l'opposé. C'est absolument l'opposé. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où tu dis, on fout tout à la poubelle, quoi. On fout tout à la poubelle et on se concentre sur une seule chose. Ouais, mais on a 499 API en moins. Ouais, mais si t'en fais une, t'es plus intentionnel, tu marques plus ta marque, enfin, tu définis plus ta marque et tu vas gérer ta brand. Et si tu gères ta brand, tu gères ton acquisition. Si tu gères ton acquisition, tu gères ta croissance et tu gères ton positionnement. Hello à tous, bienvenue sur Mozzabytes. Mozzabytes, c'est un média qui va à la rencontre de ceux qui créent de nouveaux produits incroyables avec la générative AI. On vous partage nos découvertes à travers ce podcast, mais aussi une newsletter envoyée par email chaque semaine avec les actus les plus importantes. Derrière Mozzabytes, il y a notre product studio Mozza, qui accompagne les entreprises dans la création de nouveaux produits tech. Qu'il s'agisse d'entrepreneurs au tout début de leur aventure ou de boîtes déjà bien avancées comme Airbnb, Aircall, Sorar, Blablacar ou Penny Lane, on intervient sur toute la chaîne de valeur, stratégie produit, design, développement et identité de marque. Avec l'arrivée de l'IA générative, on pense qu'on est aujourd'hui à un grand tournant. Et notre rôle chez Mozza, c'est d'aider les entreprises à se saisir de cette opportunité unique en intégrant cette nouvelle technologie au cœur de leur stratégie. Si ça vous intéresse, écrivez-nous. Cette semaine, on reçoit Jean-Louis Keguiner, fondateur de Gladia. Jean-Louis vient de la tech, la vraie. Développeur depuis plus de 15 ans après les arts et métiers, il a travaillé dans le big data au Canada avant de revenir en France, d'abord en tant que CTO de Auchan, puis chez OVH où il reste près de 5 ans sur les sujets IA. Début 2022, Jean-Louis sent le potentiel de l'IA générative arriver et lance Gladia, un outil de traitement de la voix. D'abord reconnaissance vocale et bientôt de la synthèse vocale avec du clonage de voix, etc. Leurs performances techniques sont exceptionnelles. Lève un seed auprès de New Wave et Sequoia, et le meilleur est à venir. Cette interview est intéressante pour deux raisons. D'abord, Jean-Louis nous explique en quoi la multiplicité des langues parlées en Europe constitue pour nous un atout majeur dans la création de modèles de langage. Ensuite, c'est sa manière de faire avec un vrai focus sur un cas d'usage extrêmement précis qu'il maîtrise progressivement, qui devrait, je pense, être une source d'inspiration pour beaucoup d'entrepreneurs. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Jean-Louis Keguiner, cofondateur et CEO de Gladia. Gladia, c'est une startup française dans la GenAI, une des plus en vogue sur leur website. Gladia se présente comme une entreprise qui vous permet d'aller de l'audio à la connaissance. Merci beaucoup Jean-Louis d'être avec nous. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, commencer par te présenter? Bah déjà, merci de me recevoir et avec plaisir pour discuter avec toi pendant ce petit temps avec les auditeurs. Donc, une présentation un peu, on va dire, un peu, je vais essayer de faire un peu court, mais j'ai toujours un petit peu de mal pour ceux qui me connaissent un peu. Euh, donc, je m'appelle Jean-Louis Keguiner, j'ai 35 ans, je crois, cette année, si je dis pas de bêtises. Je vais sur mes 36, je commence à être vieux. J'ai trois enfants, donc on parlera un petit peu d'entrepreneuriat, mais comment t'entreprends quand t'as des enfants, c'est un sujet vraiment assez compliqué, pour être franc. Je bosse depuis, on va dire, une bonne quinzaine d'années dans le domaine de la data, big data, puis machine learning, toujours connecté à big data, et puis après IA au fur et à mesure. Donc, j'ai un peu suivi les buzzwords à travers le temps. Je suis pas passé par la crypto, ça va, j'ai été sauvé juste sur le gong, mais plus sérieusement, ouais, ça a été un parcours assez intéressant parce que j'ai vu évoluer le monde à chaque fois sur les dernières technos. J'ai commencé avec une école d'ingé, on va dire en France. Avant, j'ai fait une prépa aussi. Ça, c'est important dans le parcours, en fait, y compris aujourd'hui. Sur la partie IA, en fait, probablement que la prépa est la chose qui me sert le plus aujourd'hui. Évidemment, l'école d'ingé, moi j'ai fait école d'ingé méca, j'ai fait les arts et métiers, donc voilà, peut-être la chose que j'ai le plus appris là-bas, on va dire, c'est le bon sens paysan, qui me sert tous les jours en entrepreneuriat, mais ça me sert pas énormément en IA. C'est plus la prépa qui me sert. Même si on peut faire de l'IA, je pense, sans faire de prépa, mais c'est plus compliqué quand même. Et puis voilà, avec le temps, moi je suis parti au Canada. Là-bas, j'ai refait un master, mais qui était spécialisé en recherche sur les systèmes experts. Donc c'est un peu les ancêtres de l'IA, même si on est en train d'y revenir aujourd'hui. Donc système bayésien, chaîne de Markov, trucs comme ça.
Et puis, j'ai bossé quoi. J'ai bossé pour payer mes études. J'ai bossé dans différentes boîtes, euh, des boîtes d'informatique, des boîtes aussi qui n'étaient pas de l'informatique. Et puis à travers le temps, je suis allé de plus en plus dans le hardcore du système, aller vers le big data avec des clusters, etc. Et c'est là que je suis vraiment rentré dans le hardcore big data, c'est-à-dire très très faible latence d'exécution, très fort volume à l'époque, machine learning avec engin de recommandation, etc. Donc vraiment les trucs beaucoup plus sérieux, avec de la prod et tout ça, on va dire qui demandaient des exigences assez conséquentes. Et puis après, on est entré en France avec ma conjointe et j'ai été CTO de Auchan. Une expérience qui a duré 1 an, mais qui a été suffisante pour comprendre que c'est pas ça que je cherchais à faire. C'est le titre de noblesse, mais c'est pas forcément techniquement la chose la plus intéressante. Et puis c'est à cette époque-là que j'ai été en contact avec OVH, donc sur des sujets internes que je peux pas vraiment discuter dans le podcast. Et donc un jour, je me suis trouvé à contacter Octave pour un sujet qu'on avait chez nous. Et je lui ai expliqué un petit peu ma vision du truc, enfin du cloud en tant que client, en disant bah, voilà ce qui manque aux clouders français versus les américains, en particulier sur la partie machine learning, IA et big data, quoi. Il m'a dit vas-y, viens bouffer. Moi, j'appelle ça le traquenard. Donc, j'étais à l'époque à Lille, donc je suis allé bouffer à Roubaix. Et puis, c'était génial parce que on mange à Roubaix et en fait, je me retrouve avec tous les DIRTech à l'époque, donc ce qu'on appelle des VP Engineering dans d'autres boîtes, mais et je me fais cuisiner. J'ai bouffé. Il y avait une salade, j'ai bouffé 3 feuilles de salade. Et puis à la fin, elle me dit, oh, plutôt que de te plaindre, viens le faire chez nous. Et, et du coup, comment dire non, quoi. Et puis ça a été probablement les 5 années les plus excitantes de ma carrière. Enfin, c'est même pas probable, c'est certain que c'était 5 années les plus excitantes. Bosser avec Octave, et son frère Miro, qui sont tous les deux des brutes de business et de tech. Puis j'ai rencontré plein de gens géniaux là-bas, qui sont encore là-bas ou qui sont partis, ça dépend. Et puis après, au bout d'un moment, à force d'être dans les pattes d'Octave, ça m'a redonné goût à faire l'entrepreneuriat parce que j'avais déjà monté une boîte au Canada qui s'est un peu cassé la figure. Euh, et du coup, j'ai eu envie de retenter l'aventure. Et donc, je me suis relancé. Et puis même Miro, le frère d'Octave, a mis dans la boîte. On est enfin, je suis très proche avec Miro et Octave, donc on continue de discuter beaucoup ensemble et de bosser ensemble. Et puis voilà, on est arrivé à faire Gladia il y a 2 ans. Et pendant quelques mois, j'ai cherché mon associé. On s'est mis avec Jonathan. Et puis on a itéré sur l'idée. Gladia, du coup, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Comment tu présentes ta société? Aujourd'hui, on est spécialisé dans la reconnaissance vocale. En fait, je vais plutôt appeler ça le traitement de la voix au global, puisqu'on fait la reconnaissance vocale, mais on va sortir très prochainement de la génération vocale, dans la synthèse vocale, avec du clonage de voix et toutes ces choses-là, et aussi toute la partie au milieu qui est la compréhension. Et nous, notre positionnement, il est issu en fait de l'historique de comment est-ce qu'on est arrivé à faire cette boîte-là. Quand on cherchait un peu, parce qu'on avait un produit back-end qui pouvait faire à peu près tous les modèles, on s'est rendu compte qu'en faisant tout, on faisait rien en fait. On avait 500 modèles sur l'étagère, mais en faisant tout, tu fais rien. Donc au bout d'un moment, on allait voir nos utilisateurs, on leur a demandé quel était le cas d'usage, ou en tout cas l'API qui avait le plus de sujets chez eux, et on est tombé systématiquement, on va dire, sur le speech to text. Et, et nous ont remonté 3 problèmes principaux. Il y en a un quatrième qui est un petit peu derrière, mais c'est assez marrant parce qu'on crache un peu sur l'Europe, donc on va voir qu'en fait il y a des avantages quand même à être en Europe. Donc le premier, c'était les prix qui étaient délirants. Ensuite, il y avait la vitesse d'exécution. Donc les prix, c'était 1,50, 2 dollars, 3 dollars de l'heure, ça dépend des providers, par heure d'audio. Ensuite, les temps d'exécution, c'était 45 minutes chez Google Cloud. C'était 20 minutes chez GCP, chez AWS, à peu près 20 minutes chez Microsoft par heure d'audio. Ce qu'on appelle le RTF, c'est le Real Time Factor, donc c'est le temps d'exécution par rapport à la durée de l'audio. Donc c'était pour eux catastrophique. Et le troisième, c'était la qualité. Et tu en as un quatrième qui vient derrière, mais qui est un peu lié à la qualité, c'est l'aspect multilingue. Et ça, c'est le problème d'avoir des boîtes hyper centrées sur les États-Unis, avec de la recherche aux États-Unis. Quand tu fais du traitement de la langue, tu as un gros avantage à être en Europe. Si tu regardes, il y a de super belles boîtes en Europe. Tu penses à DeepL, tu penses à Sistran, tu penses du coup à du Gladia, tu peux penser à du Mistral, etc. Il y a des problématiques que nous, on a intrinsèquement, que des gens qui sont nés aux États-Unis, qui ont fait des boîtes aux États-Unis, ne peuvent pas comprendre dans la culture de la boîte.
Donc en tout cas, pour revenir, on en reparlera après si tu veux, mais pour revenir là-dessus, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est concentré. Le prix, la performance et la qualité. Et évidemment, l'aspect multilingue, puisqu'on est en Europe, 27 langues. Nous, le cœur du métier de notre exposition, elle était en Europe à l'origine, même si c'est plus trop le cas. Et donc, c'est principalement sur ces axes-là. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y a personne qui le faisait bien, avec des prix. Et on a juste fait ça. On n'est pas parti de théorie, on n'est pas parti de papier de recherche, on est parti de rien du tout. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ont des budgets et n'arrivent pas à utiliser les technos aujourd'hui? Ils ont le problème, mais ils n'ont pas réussi à le résoudre. Et on s'est pas posé, on n'a pas mis d'a priori sur l'état de l'art et la manière dont ça devait fonctionner. On a juste écouté les gens. Et quand on leur a posé des questions du genre, qu'est-ce que vous utilisez, quel est votre parcours, c'était systématiquement le même. On a commencé avec GCP, AWS, ça répondait pas à notre besoin. On est allé vers un alternatif. Ça nous convenait pas. On a essayé Whisper en interne. On a trouvé que c'était très bien. Donc Whisper, c'est un projet open source qui a été initié par OpenAI, mais qui est sous licence libre. Et donc ils étaient essais en interne avec, tu peux mettre stagiaire, tu peux mettre fin de doctorat, tu peux mettre ce que tu veux, mais en gros c'était des gens qui étaient là, mais qui n'étaient pas scalables. C'est des gens que tu peux pas répliquer. Et ensuite on n'arrive pas à monter à l'échelle. Et en fait on est très satisfait avec cette techno-là, mais on n'arrive pas à monter à l'échelle pour plein de raisons, hein. Pour les coûts, pour les opérations, en 24/7, qualité, temps de réponse, etc. Et le troisième, c'est que c'est une techno qui est issue des LLM, dans la même logique que les LLM. Et du coup, ils ont le même problème que les LLM, c'est les hallucinations. C'est le problème de la Gen AI. C'est que c'est absolument miraculeux parce que c'est hyper créatif. S'il manque un mot dans ma phrase ou que j'ai mal compris parce que j'ai bafouillé, il va être capable de le remplir. Ça, c'est la magie de la Gen AI. C'est pour ça que je fais des transcriptions de malade. Mais le problème, c'est que parfois, il se met à partir en cacahuète et il va commencer à parler quand tu l'as pas demandé, comme des LLM, parce que c'est la même techno que les LLM. Et donc, du coup, le dernier problème qu'ils avaient, c'était le problème des hallucinations. Donc, nous, on s'est mis à tacler, on a dit, OK, ça, c'est la techno que vous voulez, ça, ce sont les prix que vous êtes prêts à payer, ça, ce sont les problèmes qui sont existants sur le marché. On regarde pas la science, entre guillemets, on regarde juste ce que font les gens, on essaie de le faire marcher avec les critères qu'ils ont. Et en fait, on s'est mis à faire ça, et quand on l'a lancé 3 mois après, le truc a fait juste boom sur les réseaux sociaux, c'est devenu un banger, et c'est là qu'on a eu notre PMF. euh, Early PMF, Early Adoptions, des premiers signes de PMF, on va plutôt l'appeler comme ça. Voilà un peu l'histoire, mais on pourra revenir dessus encore si tu veux détailler, mais ça a été douloureux, ça nous a pris 9 mois pour comprendre que c'était ça l'essence de la boîte et c'était là qu'on devait aller. Tu peux m'en dire plus sur l'équipe qui a été derrière la construction de ce première version de votre produit? Ah, la toute première version du produit, c'était moi. C'était pendant que j'étais chez OVH Cloud, j'étais toujours frustré de mon passage chez Auchan, en fait, où je voyais les équipes qui étaient des équipes qui essayaient de se débrouiller avec les outils qu'ils avaient, mais si tu veux, c'est des gens, ils sont pas là pour ça. Ils sont pas là pour faire de l'innovation spécifique à des sujets ultra techniques. Et donc, je les voyais essayer de trifouiller, puis dès que tu en avais un qui se débrouillait un peu bien, il se faisait recruter tout de suite. Donc, sur ce sujet spécifique, ça veut pas dire que les autres sont pas compétents, mais sur ces sujets spécifiques. Et donc, du coup, je me suis rendu compte qu'il manquait beaucoup d'API sur l'étagère. Même des choses simples, hein, de la reconnaissance d'image, je vais pas dire qu'un gamin de 8 ans peut le faire, mais bon, c'est quand même d'une simplicité assez folle, quoi. Et les gens n'y arrivaient pas, détection de la langue, pareil, enfin, tu vois. Et donc, je me suis dit, il faut faire un set de tools d'API sur étagère pour que les gens ils puissent l'utiliser comme ça, out of the box. Et en fait, tu regardes, il n'y en a pas tant que ça. Aujourd'hui, tu en as un qui le fait, que que je respecte pas mal, qui le fait très bien, c'est NLP Cloud, qui fait du beau boulot là-dessus, mais c'était pas hyper intuitif. Et, et donc, je me suis mis à faire ça en open source, à faire plein d'API en open source, à faire un conteneur qui avait plein d'API en open source sur un seul GPU, en disant, bah, tu as ressources limitées, tu veux tester plein d'outils. Et puis, c'est comme ça que j'ai levé la première fois euh, avec cette idée de produit. Et donc, ça, pendant 3 mois, on a continué à tirer sur le produit post-levée. On s'est retrouvé dans une situation un petit peu compliquée au bout de 3 mois, en disant ok, on va pas y arriver parce que on voyait pas d'adoption massive et de signes de product market fit comme on dit. Les gens disaient ouais c'est cool. Et puis ça s'appelle le mom test. Les gens disent c'est cool pour faire plaisir, c'est des amis, c'est les gens voilà, mais c'est pas un market fit évident. Donc on est dit ok, on manque de stratégie et de vision d'adoption plus haut niveau. Du coup, on allait voir on a dit
quels sont les décideurs dans notre réseau et comment on va les voir en leur expliquant les API. Donc on a dit c'est impossible. Donc Jonathan m'a rejoint juste au moment de la levée, by the way, le cofondateur. Donc là, Jonathan et les équipes ont bossé de fou pour intégrer toutes ces API dans Excel, pour montrer à ces gens qui sont des VP et tout ça, de quoi l'IA était capable. Donc ça, c'était pré-ChatGPT. Donc et les gens n'avaient aucune conscience des capacités des LLM et de l'IA à l'époque. Maintenant, tu vois ça popper partout des extensions Excel, mais on était clairement les premiers à le faire. Et puis, c'est là qu'on a dit, bah voilà ce qu'est capable de faire la techno, quel est votre plus gros sujet. Et à force de rencontres, en montrant quoi était capable la techno, ils ont dit, est-ce que tu peux faire du speech to text ou Excel? Puis ça revenait tout le temps. Donc soit tu rigoles, soit tu dis, qu'est-ce que tu veux dire en fait? Et c'est là qu'on a découvert que le schéma était toujours le même. Et c'est là où on a dit, ok, c'est là qu'il faut qu'on aille. Voilà un petit peu pour l'histoire de l'évolution du produit. Donc ça nous a pris un plan d'origine. On a pas mal travaillé, on avait pas mal itéré. On avait fait ce qu'on appelle l'octopus chez nous. On a dit, OK, ça c'est notre plan, ça c'est notre techno, ce qu'elle est capable de faire. Branche numéro 1, on va aller tester ce type de produit. Et voici les sous-catégories de produits qu'on doit tester, ou les sous-catégories de segments qu'on doit tester. Parce que c'est un vertical, je ne sais pas moi, sur le support client, un vertical sur la finance, un vertical sur le marketing. Et on a fait une octopus en disant, bah, si ça marche pas en ayant testé les branche numéro 1, sous-branche numéro 1.1, 1.2, 1.3, on passera à la branche 2 en faisant 2.1, 2.2, 2.3, et puis après, si ça marche pas, on passera à la 3, 3.1, 3.2. Et en fait, on avait déjà défini nos pivots, nos pivots majeurs, et ensuite nos packaging de produits, entre guillemets. Et donc, en fait, quand on s'est mis à bosser, on s'est pas posé la question de où est-ce qu'on allait. Et à chaque fois, on s'est dit, la branche numéro 1, elle a 3 mois pour aboutir. La branche numéro 2, elle a 3 mois pour aboutir. La branche numéro 3. Donc, si au bout de 3 mois, la branche numéro 1, elle n'a pas abouti à des signes clairs de PMF avec un certain nombre de métriques et tout, on passera à la branche 2. Et on a passé notre temps à faire ça, et du coup, on arrivait à la branche 3 et ça a fonctionné. Et c'est un conseil d'entrepreneuriat à tous ceux qui veulent démarrer. Je pense qu'il faut absolument pas se fermer à faire des pivots, mais par contre, il faut les écrire en avance. Parce que ce que je vois dans des boîtes, parce que j'investis dans pas mal de boîtes aussi, il y a des boîtes qui vont rester 2 ans, 2 ans et demi à burner leur cash sur des sujets qui n'ont pas de PMF ou qui peut-être ne marchent pas parce qu'ils n'ont pas fait l'effort d'itération, ils sont restés dans leur idée initiale sans avoir fait l'effort de se dire je peux casser tout à tout moment et peut-être devoir tout reconstruire. Très intéressant comme méthodologie. Et du coup, les premières entreprises et les premiers cas d'usage sur lesquels Gladia a fait mouche. Premier cas d'usage où ça a fait mouche, ça a été le call center. Donc ça, c'était le premier. L'analyse, ce qu'on appelle la data, le quality monitoring, c'est l'écoute des call centers pour déterminer si les choses se passent bien ou se passent pas bien. Et le deuxième cas d'usage, ça a été les meeting recording. Et en fait, c'est celui-là surtout qui nous a fait exploser. C'est une boîte qui s'appelle Clap, qui est un super produit, une super expérience utilisateur, avec Robin et Pierre qui gèrent la boîte française, qui nous ont dit bon, on a ce problème-là, on échange de. Et ça, c'est pareil, c'est en termes d'entrepreneuriat, je pense qu'il faut s'asseoir sur pas mal de choses. La chose la plus importante, c'est ton feedback utilisateur et ta construction produit et ton design partner. Donc, il faut que tu t'assoies sur le revenu. Vraiment, c'est la chose la plus importante. Tu dis, t'en fous, c'est une belle boîte, ça va faire un beau produit. Clap est je trouve, assez exemplaire en termes de produit. Ils ont des besoins qui sont très clairs. On va co-construire le produit. Et en fait, ce qu'on a fait, on a fait quittérer avec eux. Donc, toi, tu leur donnes gratuitement la capacité. On a fait un deal avec eux que je peux pas dire, mais ils ont bien profité monétairement a posteriori. Mais ils nous ont offert la chose la plus importante, c'est des ingés. On avait un ingé qui tous les matins prenait la liste de tous les bugs et venait nous voir et disait ça marche pas dans ce cas-là, ça marche pas dans ce cas-là, ça marche pas dans ce cas-là, on a une merde ici, etc. C'est la chose la plus importante. Et en fait, on a itéré avec eux pendant 3 mois. Je les remercie parce qu'ils ont souffert. Si tu savais, si tu savais ce qu'ils ont souffert. Après, on leur a fait un bon deal derrière, mais je leur remercierai jamais assez parce que sans eux, on serait pas là. Et on a fait un produit, c'est pareil, on a mis nos œillères sur l'existant dans le marché, on a dit c'est ça leur problème, personne n'arrive à le résoudre, on va raffiner sur ce cas d'usage. Donc tu vois, on est parti de plein d'API à speech to text, et dans speech to text, on a vu qu'en fait, il y avait plein de segments, donc si tu veux, tu peux dire, on va faire le monde du podcast, on va faire le monde de la vidéo, donc ça peut être YouTube, ça peut être TF1, ce que tu veux, tu peux faire le monde du call center, et tu peux faire le monde du meeting recording, globalement, c'est ça. Et en fait, tu peux pas tout faire. Donc, au bout d'un moment, on a dit, chacun a ses besoins. Donc, on va aller sur celui qui est aujourd'hui le plus intuitif pour nous, le plus facile, avec qui on a le moins de friction. On a été avec eux.
quand on a release le produit. Mais ça a été un banger parce qu'en fait, tous les meeting recorders ont dit en fait, vous résolvez un problème qu'on a et que personne n'a résolu. Et c'est quoi ce problème? C'est l'Europe. Parce que toi, quand tu vas dans un meeting, tu parles français avec ton collègue, tu prends un café, ah, t'as été le week-end? Ouais, super, je vais me balader en voiture avec les gamins, là. T'as un espagnol qui arrive. So, everyone, very happy to see you today, blablabla. Hop, tu viens de switcher du français à l'anglais. Il n'y a aucun putain de software speech to text aujourd'hui qui est capable de switcher d'une langue à l'autre. Aucun. En gros, tu arrives dans le meeting. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont détecter les premières secondes. Ils vont regarder quel type de modèle mettre. Ils vont spawner une VM. Dans la VM, ils vont faire passer donc ils font un language detection qui est un tout petit modèle. C'est un CNN, donc ça coûte pas grand-chose. Ils le passent dedans, ils disent ah c'est du français. Ils vont spawner une VM avec un modèle qui est prédéfini et ils vont tourner tout ton audio. Sauf que t'es mort. Parce que soit tu as mis de l'anglais parce que c'était la langue dominante que tu as détectée, tu as perdu le début du meeting et la fin du meeting, soit tu mets du français et tu as niqué le reste du meeting. Et en fait, on s'est retrouvé dans une situation où en fait, on a regardé rien, mais en fait, on est les seuls à le faire. Et pourquoi on est les seuls à le faire? Parce que Clap, leurs clients, c'était des Européens. Et du coup, ils avaient ces problèmes-là. Donc, on n'a pas réfléchi sur ce qui était faisable ou pas. On a juste dit, on répond à leurs problèmes. Et là, en fait, j'ai compris pourquoi DeepL, Systran, etc. sont des super belles boîtes et les boîtes de langage sont super bonnes. Je t'en prends un autre. Je te prends le cas de Mistral. Un des problèmes que moi, j'ai trouvé quand les Llama sont sortis, les modèles LM, c'est que nous, on est français, ok? Tu mets un texte en français, tu dis summarize this content, ou tu vas dire, ou tu poses des questions. Le truc va te répondre en anglais, mais tu fais non, je t'ai fait le truc en français. Après, je parlais avec des chercheurs de la BAC, il y a des Français dedans. Ils me disaient non, mais lui, summarize, blablabla, et après tu marques en français. Et comme les derniers tokens sont du français, il va capter qu'il faut qu'il reprenne du français. Et là, tu te dis, si tu es chercheur américain, c'est des trucs où tu vas jamais te poser la question. Parce que c'est pareil, un américain, il rentre dans un meeting, tout le monde parle américain, il fait ouais, good afternoon everyone, blah. Mais jamais il a eu le problème du code switching. Jamais il a eu le problème de son meeting qui était mal transcrit. Il s'est jamais posé ces questions-là. Donc, quand tu construis un produit aux États-Unis, tu n'as pas la même problématique que construire en Europe. Et donc, nativement, on a fait un super bon truc. Et Llama, c'est un exemple. Faire, tu peux prendre Facebook, AI Research, etc. C'est des gens, ils ont fallu qu'ils traitent, ou Mistral, il a fallu qu'ils traitent un sujet qui est j'ai un corpus, j'ai une instruction qui est dans une langue donnée, mais la réponse, elle doit être dans la langue dominante du corpus qui a été injecté. Et elle doit être indépendante de ce qu'on appelle de l'instruction. C'est pareil, t'es américain, tu t'en fous. T'es français, tu t'en fous pas. C'est assez génial de voir comme vous avez réussi à tourner votre position en Europe comme un atout majeur en fait sur ce marché, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter du coup depuis ce moment-là où effectivement avec Clap, du coup partenariat hyper successful qui vous met sur la bonne voie, comment votre produit a évolué, votre offre a évolué jusqu'à aujourd'hui? Du coup, je vais te parler un peu entrepreneurial parce que ça a été des trucs super durs à traiter. Mais moi, en fait, je suis un gueulard, si tu veux. Dans toutes les boîtes où j'ai été, j'étais un râleur parce que les choses vont pas assez vite. Et j'ai pris un truc dans la tronche sur l'évolution du produit, c'est que on a dû se taper des sujets de stabilité que j'avais jamais connus avant. Et moi, j'ai toujours été dans des boîtes assez cadrées. Quand ça scalait, enfin, tu avais tout ce qu'il fallait. Là, c'est pas le cas parce que ton équipe, elle est pas immense. Tu as le marketing à gérer, tu as la croissance, tu as plein de problèmes qui arrivent. Tu as des problèmes de jeunesse en fait. Et j'ai découvert un truc que j'avais pas découvert avant. Moi, après, ouais, un peu d'humilité, tu vois, je passais un peu pour un con parce que c'est évident, mais comme les trucs du PMF, hein, on m'a jamais expliqué le PMF, donc tu vois, je passe un peu pour un con, c'est évident, ouais, bah, je savais pas. Mais dans les trucs, j'appelle ça la croissance en vague. En fait, tu démarres, tu construis ton produit, ça te prend 2-3 mois à construire le produit, comme on parlait de Clap qui nous a fait un super truc. Ton produit devient un banger, ça monte, ça monte, ça monte. Tu satures soit tes infrastructures, tu satures ton réseau, tu satures tes connexions, tu deviens lent. Tu deviens potentiellement lent. Potentiellement, tu vas avoir des problèmes de qualité parce que tu attires du monde que tu n'avais pas prévu au départ. Donc, tu vas avoir, je sais pas moi, des Roumains qui vont venir sur la plateforme et vont dire c'est de la merde en roumain. Mais je n'avais pas prévu forcément d'avoir du roumain. En fait, tu as beaucoup de choses qui vont arriver parce que comme tu as une croissance et tu as une visibilité, une expansion qui arrive, tu as des problèmes que tu ne pouvais pas anticiper avant. Du coup, tu te retrouves dans un cycle de stabilisation. Tu as fait stabilisation, création de produits, forte croissance, et là, tu te retrouves 3 mois à restabiliser. Donc, ça déprime tout le monde. Tout le monde dit putain, on a régressé. Non, tu n'as pas régressé.
c'est ta base d'utilisateur qui a évolué. Mais elle a évolué vers le mieux, tu vois, c'est parce que tu es plus mature. Avant, ils ne s'intéressaient pas à toi. Hop, tu te tapes un cycle de stabilisation. Après, tu refais la croissance. Quand tu refais ce palier-là, tu rattires de nouveaux types d'utilisateurs qui viennent avec d'autres problèmes. Tu te dis, putain, je pensais qu'on avait stabilisé, mais non, on n'avait pas stabilisé. Mais si, tu avais stabilisé, c'est juste que tu es rendu à la step, à la step du dessus. Donc, ça redéprime tout le monde, tu refais un cycle de stabilisation. Et en fait, toutes les features que tu avais imaginées au départ, en fait, tu te rends compte que tu dois les taillader, je sais pas comment dire, les élaguer pour te refocus sur quelle est la marche ou le fil conducteur pour monter les marches petit à petit. Et du coup, ton ICP devient de plus en plus précis, tu montes en gamme, ton average contract value, elle évolue. Tu passes de l'average contract value à, je sais pas, je t'ai dit bêtise, 1500 balles par an, à des trucs à 1500 balles par mois, à quelque chose qui est 1500 balles par semaine, puis après 1500 balles par jour. Mais ces gens ont des exigences différentes. Et à chaque fois, la team, elle a l'impression d'une régression, alors qu'en fait, tu fais des avancées. Et en fait, ce que tu es en train de faire, c'est en train de distancer tes concurrents, donc créer un gap avec tes concurrents. Mais si tu regardes au niveau microscopique, ouais, tu as l'impression que tu avances plus. Donc c'était un des énormes apprentissages. Donc tu dis l'évolution du produit. En fait, de l'extérieur, tu vois quasiment pas d'évolution de produit, mais de l'intérieur, on était il y a un an là où on est, ça n'a rien à voir. On a des kilomètres. Donc ça, c'est vraiment super dur. Et du coup, tu as des frustrations où parfois des gens comme Clap, par exemple, te disent ah mais nous, on a besoin de summarization, on a besoin de chapterization, on a besoin de machin, machin. Et toi, tu regardes ton truc et tu dis soit je me concentre sur des branches supplémentaires qui vont m'apporter deux problèmes. Un, elles vont m'apporter plus d'acquisition. Du coup, en fait, mes problèmes que j'ai sur mon corps produit, qui est la transcription, ils vont être encore plus flagrants parce que ça va ramener plus de monde. Du coup, on va décevoir plus le bassin d'utilisateurs. Du coup, potentiellement plus de churn. Et en fait, on va travailler un peu dans le vide. Ou tu dis, et là, c'est super dur. Pour moi, ça a été très dur, c'est de leur dire, les gars, on ne sera pas au rendez-vous dans les temps. Parce qu'on fiabilise tel de ces sujets. Et en fait, il faut bien penser, c'est quoi ton corps produit et ton fil conducteur. Et tu peux rajouter des éléments dans ton produit qu'à partir du moment où tu as géré ta stabilité et ta croissance. Et c'est ça qui est toujours dur, c'est que tu as l'impression que tu fais un pas et que tu es prêt à sortir tes features et tu arrives avec deux, trois énormes clients et tu dis putain, on est en train de découvrir un nouvel ICP, un nouveau persona, machin, et tu dis en fait, ça va nous rebouffer 3 mois de roadmap pour être au niveau. Donc ça, c'est la partie la plus dure et il faut régulièrement se recentrer en disant pars pas en cacahuète à aller dans tous les centres, concentre-toi sur le fil conducteur qui te permet de monter les marches. Ça, été super dur dans l'évolution produit pour Ok. pour entre guillemets voilà. Et l'autre truc, c'est que la perception des gens disent, comme tu as dit au début, l'ASR, enfin le speech recognition, tout le monde sait ce que c'est, mais tout le monde réalise pas à quel point c'est dur parce que les gens ne t'autorisent aucune faute. C'est le LLM, il peut dire ce qu'il veut. Tu vois, si tu veux, j'exagère. Il peut te mettre Louis XVI 1.6 ou Louis XVI X croix bâton. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu vas pas pour la joke, tu vois. Mais tu vas pas te battre parce que voilà. Mais là, en ASR, on va te taper dessus. On va te taper Ouais. dessus. On dit ah non, ça devrait être croix bâton. Tu dis ok. Ouais. Ok, donc il y a eu un énorme enjeu de réussir à se focus sur vraiment le cœur du sujet qui est la transcription avant de s'étendre à de nouvelles features. Ouais. Il y a eu d'autres apprentissages contre-intuitifs en cours de route sur la construction du produit. Bah, je pense que celui de la vitesse était probablement le, le pire. Enfin, le pire et le plus difficile, mais le, le plus contre-intuitif de tous, mais de tous depuis le début de la boîte, c'est en disant qu'en faisant moins, on fera plus. On avait 500 API, on n'avait pas de reach, on passe à une API, on a un reach de malade. Et ça, je pense qu'en peut-être des gens, tu sais, qui sont des marketeurs, HEC, c'est des choses qu'ils comprennent bien, mais en tant que tech, pour moi, un software qui a plus de capacité, c'est un software qui va être mieux adopté. Mais en fait, c'est complètement l'opposé. C'est absolument l'opposé. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où tu dis, on fout tout à la poubelle, quoi. On fout tout à la poubelle et on se concentre sur une seule chose. Ouais, mais on a 499 API en moins. Ouais, mais si t'en fais une, t'es plus intentionnel, tu marques plus ta marque, enfin tu définis plus ta marque et tu vas gérer ta brand. Et si tu gères ta brand, tu gères ton acquisition. Si tu gères ton acquisition, tu gères ta croissance et tu gères ton positionnement. Mais ça, pour un tech, après c'est des bases de marketing, mais pour un tech, je te jure que ça a été des nuits de non-sommeil.
Non, c'est pas si évident, même pour les marketeurs, t'inquiète pas. On en voit beaucoup des boîtes qui veulent faire beaucoup de choses différentes d'un seul coup très tôt, trop tôt. Très intéressant, ouais. Du coup, vous, le focus, même sur la brand, je sais que vous avez investi dedans. Il y a eu une vraie volonté de se concentrer sur la transcription pour avoir des niveaux excellents. Comment est-ce que tu vois le futur de Gladia? C'est quoi les grands axes de votre vision sur l'évolution de la boîte? Bah, juste avant de répondre, je vais rebondir sur un truc que tu as dit sur la brain. Je vais te raconter une anecdote un peu croustillante. C'est super marrant. Euh, Quand on a démarré, on faisait 1 heure d'audio en 10 secondes. Et en fait, ça vient d'un background qu'on a technique, Jonathan et moi, et on a fait les choses d'une certaine manière qui a permis de faire ça. Les gens se disent ralentissez pour avoir la meilleure qualité. Donc ça nous a pris quelques mois à ralentir pour avoir de la meilleure qualité. Pareil, contre-intuitif, hein. Et les gens se plaignaient de la fiabilité, parce qu'on avait des erreurs back-end, erreur 500, machin. Donc bref, en gros, on failait 30% du temps, puis 20% du temps, puis 15% du temps, machin, et puis on était rendu à 4% du temps. Et les gens disaient, on reviendra quand vous serez mature. Au bout d'un moment, on dit, bon, pour aller plus loin, il faut qu'on ait des utilisateurs payants avec des vrais payloads. Et qu'est-ce qu'on a fait Effectivement, on a investi sur la brain, on a réalisé notre site. Et quand on a réalisé le site, l'API derrière, elle est la même, hein. On a fait le nouveau site, les gens se disent, ah c'est bon, on a vu que vous étiez prêts. C'est drôle, hein, parce que l'API, elle n'a pas changé derrière. Mais la perception, et tout de suite, bam, ça a monté. Les gens disent, ah c'est vachement mieux qu'avant. En fait, il n'y a rien désolé, mais il n'y a rien qui a changé, quoi, en fait. Tu vois évidemment, c'est beaucoup amélioré à travers le temps. Maintenant, on a 0% de fail, ou quasi, tu vois, ça peut arriver, mais c'est très très rare, enfin, tu vois. En tout cas, voilà. Et donc pour le futur, pour répondre sur le futur, donc ça c'est plus un sujet d'entrepreneuriat qui est super dur. On va dire entrepreneuriat et stratégie. Euh, en gros, bah, c'est comme ça que je l'explique aussi, parce que j'ai investi en quelques boîtes. J'essaie de donner un petit peu les choses que j'ai appris. Euh, Si tu as soit tu prends le chemin entre guillemets, je veux dire de la PME, mais sans mépris, mais ce qu'on appelle du bootstrap. C'est-à-dire que tu t'autofinances, tu peux générer un peu de la dette, etc. Mais tu fais l'autofinancement et l'autocroissance. Soit tu prends le chemin des fonds, de lever de l'equity. Euh, A priori, tu te dis qu'il y en a un qui est plus facile que l'autre, c'est celui de l'equity, mais c'est pas forcément évident parce que les attentes sont très élevées, enfin sont très élevées. Et du coup, ce que cherche tout le monde, même si tu peux dire c'est une vision de l'esprit, c'est tout le monde cherche une boîte à 1 milliard. En gros, tu vois, as des chiffres comme ça, 1 million, 5 millions, 10 millions, 100 millions, enfin 50 millions, 100 millions, 500 millions, 1 milliard, enfin tu vois, c'est des chiffres, des barres un petit peu, tu vois, comme on dit 7 ans, quand tu as 7 ans, c'est l'âge de raison, tu vois, tu as un peu cet équivalent-là. Et, euh, et ces gens-là, ils cherchent une boîte à 1 milliard. Donc en fait, le sujet, c'est que pour faire une boîte valorisée à 1 milliard, en gros, tu vas valoriser une boîte, c'est une règle comme ça, je ne vais pas dire au doigt mouillé, qui est quand même assez vérifiée dans les pratiques, mais c'est dépendamment de la boîte, de la techno, de la maturité, tu vas être entre 7 fois et demi ton revenu à 30 fois ton revenu. Parfois, ça peut être beaucoup plus. Tu regardes Mistral, c'est monstrueusement au-dessus. Tu regardes OpenAI, mais globalement, tu peux dire un range, c'est entre 7 fois et demi et 30 fois. Donc, une boîte qui est hyper stable dans le temps, je sais pas, Twilio, ça va être 7 fois leur revenu. Une boîte qui est jeune, hyper hype, ça va être 30 fois leur revenu. Je te prends par exemple des Salesforce, je ne sais pas combien ils sont, mais c'est peut-être 15-30 fois leur revenu, tu vois. Parce que ça a sa croissance de malade et tout. Bref, en tout cas, même s'il n'est pas jeune, mais bon, ça dépend de. Mais tu vas être dans ces eaux-là. Et donc, pour faire une boîte d'1 milliard, en fait, il faut que tu fasses 300 millions de revenus. Il n'y a pas de. Enfin, 300, entre 100 et 300 millions de revenus. Et quand tu fais 100 à 300 millions de revenus, euh, euh, parce que tu es plus vieux, tu mets 7-8 ans à faire. Encore une fois, ça dépend des boîtes, mais je te fais à peu près 7-8 ans. Euh, la dynamique de corrélation avec ton revenu elle est de plus en plus tight. Donc tu passes de 30 fois ta valo à 7 fois ta valo. Donc si tu fais le calcul, tu te dis 7 fois 100 millions, ça fait 700 millions, c'est en dessous d'un milliard. 7 fois 200 millions, tu es à 1 milliard 4, tu es autour de là. Donc il faut que tu fasses entre 100 et 200 millions de revenus pour atteindre 1,x milliard de valo qui va te permettre d'aller dans les marchés publics, IPO, et donc c'est là que les fonds ils sont contents, ils ont fait leur exit, ou alors tu te fais racheter. Donc si tu pars dans cette dynamique, et si tu veux continuer à vivre dans cette dynamique, avec des levées de fonds successives,
Je te parle pas de la hype de 2021 où l'argent était gratuit. Je te parle d'un truc à peu près corrélé à ton revenu. C'est-à-dire qu'en 7-8 ans, il faut que tu passes de 0 à 100 millions. C'est vénère, hein. C'est très vénère. Donc ça veut dire qu'en gros, tu fais ton premier million, après tu fais x3 la deuxième année, tu fais x3 la troisième année, après tu fais x2, x2, x3, x3. En gros, si tu fais ces calculs-là, si tu fais ta boîte, tu as 3 manières d'y arriver à 100 millions. Je vais prendre des chiffres, ça fait peut-être pas 100 millions, mais je vais prendre 100 millions comme point d'atterrissage à peu près. M'en voulez pas si les calculs sont pas bons. Soit tu vends à 1 million d'utilisateurs un pack à 100 balles par an. Ça s'appelle Dropbox. Tu payes entre 5 et 10 balles par mois, tu as 1 million d'utilisateurs, ça te fait 100 millions de revenus, tu as une valeur à 700 millions. Enfin, globalement, on va dire que c'est à peu près ça. Ok, ça, c'est la boîte, c'est B2C. Ok, c'est du Facebook, c'est du Dropbox, etc. Alors après, ça peut être la pub qui te génère les 100 balles par an, mais bon, tu as compris. Le deuxième, c'est que tu fais du B2B. Donc tu vas trouver 3000 boîtes, 8000 boîtes qui vont te payer 30 000 balles par an. Ok, 8 x 3, 24, mais bon, tu as dans l'idée. Ok, donc il faut que tu trouves 25K de revenus récurrents annuels pour aller 5 à 8000 boîtes. Donc ça, c'est Datadog, c'est Algolia, c'est des gens comme ça. Et ensuite, la troisième, c'est que tu fais du B2G, Business to Government. Pour moi, Capgemini, c'est pareil que gouvernement, tellement c'est gros, tu vois. Mais c'est que tu fais 100 clients à 1 million par an. Mais il n'y a pas d'autre recette. Enfin, peut-être il y a des gens qui vont me contredire, mais globalement, tu n'as pas trop de. Après, on va dire en crypto, on peut. Oui, ok. Mais globalement, c'est à peu près ça. Et en fait, si tu pars là-dedans, le problème que tu as, c'est est-ce qu'il y a assez de boîtes à couvrir? Est-ce que j'ai 8000 boîtes à couvrir? Est-ce que j'ai vraiment 1 million d'utilisateurs? Je mets B2G de côté parce que c'est de la politique et tout, mais si tu prends les deux, est-ce qu'il y a 8000 boîtes que je peux aller choper et qui sont prêtes à payer 20 et quelques cas par an? Ou est-ce que j'ai 1 million d'utilisateurs prêts à payer 10 balles par mois? Et en fait, si tu fais ta stratégie d'entreprise avec la partie fonds, c'est-à-dire equity, pas la partie plus PME, entre guillemets, sans toute proportion gardée, bah, c'est là que tu définis ta strat d'entreprise. Elle est un peu guidée par l'equity. Donc tu fais pas ce que tu veux. Tu dis pas je veux ta meilleure boîte d'ASR. Parce que si tu fais ta boîte d'ASR, tu regardes le reach de ta boîte d'ASR. Est-ce que tu as trouvé 8000 bahts à 25K? Ça, moi j'ai la réponse, mais je vais pas la donner. Mais il y a des questions à se poser sur ta strat. Et après, la question, c'est tu dis, ben, mon panier, il est trop faible ou trop petit, donc soit j'augmente mon panier, et je dis c'est 50K par an, soit tu changes ton ICP, ton Ideal Customer Profile, et tu fais une nouvelle gamme de produits qui répond à un autre qui va étendre ton panier de 4000 boîtes à 8000 boîtes. Donc, tu vois, je ne vais pas te donner toute la stratégie de la boîte, mais je t'ai annoncé qu'on allait faire du text-to-speech. Il y a d'autres choses qui viennent. Mais tu as compris, c'est là que tu fais des nouvelles gammes de produits pour étendre ton revenu. Il ne faut pas faire des gammes de produits en disant si on fait plus de produits, on va tout de suite faire plus de revenus à zéro. En fait, tu fais une extension de tes gammes de produits parce que ton reach pour aller chercher ce point-là, il est trop peu ou trop élevé. Il faut le faire pour les bonnes raisons. Donc on en revient et parfois il faut prendre le temps parce que si tu t'établis pas clairement sur la première base des 4000, eh ben, comment est-ce que tu veux faire 8000 correctement? Sois très bon sur les 4000 premiers et après tu iras chercher les 4000 suivants. Donc le futur de Gladia, je te donne pas toute la strat parce que bah, voilà, on a pitché les fonds, machin, on est encore en train de bosser et on a des compétiteurs, je te jure, ils nous mettent pas dans leur benchmark, ça me fait marrer parce qu'ils sont en train de taper nos API tous les jours pour se bencher contre nous, on les défonce, donc ils communiquent pas sur nous. Mais je sais c'est un peu la guerre en ce moment, tu vois, sur toute l'IA. Mais pour te dire, la stratégie, elle est définie par rapport à ça. Et je pense que tout entrepreneur, s'il va dans ce chemin-là, il faut qu'il se pose ces questions-là. S'il va dans le chemin PME, c'est un autre sujet. Et c'est très très bien, tu peux faire beaucoup plus d'argent en PME que d'un l'un dans l'autre. Hein. Parce que tout le monde ne fait pas 1 million en secondaire à la Mistral, c'est très rare. Et tu as un truc que comprennent mal les fondeurs, ça c'est pareil, un autre conseil, même si j'espère que je ne vais pas apprendre à beaucoup de monde, mais le truc que tu apprends, c'est que tu as un truc qui s'appelle les commons et les preferred dans les shares. Et en fait, un fonds, il se rembourse en premier. Et après, on partage le reste. Donc, si tu lèves 20 millions et que tu revends ta boîte 20 millions, tu touches zéro. Par contre, tu es loqué pendant 3 ans dans la boîte qui t'a acheté. Le truc que tu apprends, c'est une histoire un peu drôle. C'est t'as un mec qui se balade dans Central Park avec 3 chiens. Et il dit bah, ça t'intéresse pas les chiens, je vends mes 3 chiens pour 30 millions. Le mec, il dit jamais tu vendras tes 3 chiens pour 30 millions. Bah, attends, je vais les trouver. Hein. La semaine d'après, il le recroise. Le gars, il fait alors, t'as réussi à vendre tes chiens? Ah ouais, je les ai vendus. Ah, tu les as vendus pour combien? Ah, je les ai vendus pour 30 millions.
Et du coup, pourquoi tu as des chats à côté? Ah bah je l'ai vendu contre 2 chats à 15 millions. Et en fait, quand tu vends ta boîte à une autre boîte, tu le revends, mais tu le revends contre des actions de la boîte à côté. Ça ne veut pas dire forcément que tu as de la liquidité. Et donc c'est pour ça que je dis que les PME, parfois, tu vas te verser des dividendes, un meilleur salaire, etc. Tu n'auras pas la pression de l'equity et pourtant tu vas faire un bien meilleur business à titre personnel que si tu faisais le chemin de l'equity. Donc c'est toujours à prendre en considération. Donc là, je t'ai un peu mélangé deux trucs, mais les trucs d'entrepreneuriat, les trucs Très d'equity, de cool. levée de fonds, de strat. Mais voilà. Mais donc notre futur, nous, on l'a choisi plutôt sur la partie equity. On cherche plutôt à aller atteindre cette valeur de 1 milliard, basée sur une corrélation avec le revenu, contrairement à d'autres boîtes. Mais c'est un choix. On a choisi que notre chemin soit corrélé au revenu pour éviter que ça explose en vol. Donc grandir peut-être un petit peu moins vite en valo, mais de façon plus stable pour éviter, tu vois, ce qu'on voit tous les jours. Et je pense que c'est cool d'en parler aussi parce que c'est un sujet qu'on aborde finalement assez peu dans ce podcast et pourtant qui touche tous les founders. Du coup, plus largement sur le futur de la voice dans cette industrie de la Gen AI. Tu vois, récemment, là, j'ai encore vu passer un outil Vocode, peut-être Ah bah ouais, on est intégré regarder. sur Vocode. Vous Et êtes en fait, on intégré. a Ah, été c'est vous qui les utilisez. Ok. entre autres, ils ont des intégrations avec d'Ibrahim Assembly et nous. Et moi, je les avais vus en J1 l'été dernier. Ils sortaient juste de YC. Je leur ai ramené leur premier client à l'époque. Et c'est pour ça qu'ils ont intégré Gladia, parce que je suis venu avec un client chez eux, pas pour le mettre chez eux. Moi, je pense que le futur de la voice, pour tenir Donc sur les call Vocode, juste centers. pour Ouais. expliquer à ceux qui connaissent pas, c'est du coup effectivement une startup YC assez intéressante à suivre sur la gestion des calls, que ce soit du coup les calls inbound ou outbound, avec évidemment une IA qui interagit avec une voix ultra réaliste avec l'interlocuteur. Ils ont une Euh, intégration avec les plateformes, c'est surtout, ils ont du Twilio, du Vonage, etc. Ça, c'est une partie, tu vois, un peu moins sexy que l'IA, mais qui est la gestion des tuyaux, nightmare. Donc, tu vois, ils sont hyper intéressants. Et après, pour revenir sur la partie future de la voix, comme tu dis, moi, je te pose une question complètement conne, mais est-ce que tu penses que alors peut-être pas en France, mais aux États-Unis, dans 5 ans, quand tu appelleras ton fournisseur de routeur euh, enfin pas ADSL, mais fibre, etc., tu penses que tu tomberas en premier sur un bot ou sur un humain? Tu connais la réponse. je connais la réponse. Dans les entreprises, c'est pareil. Les gens vont dire l'imprimante ne marche pas. La première chose qu'il va dire, est-ce que tu as restart your computer? Tu vois, le IT Crow, tu vois, c'est la série, tu vois, c'est un peu la blague. Bah, en fait, je pense que 90% des trucs vont être des interactions vocales. Dans ces cas-là, elles vont être gérées par des IA. Donc, et c'est pour te dire, c'est un marché. Si je te dis les chiffres, tu vas halluciner. Combien d'argent est dépensé chaque année dans les call centers pour les salaires des gens pour répondre au téléphone en suivant des scripts? Combien tu penses à travers le monde est dépensé? Je te laisse. Dis-moi un chiffre, Je te dis-moi un laisse. chiffre. Mais je pense que c'est des dizaines de milliards potentiellement. Donc c'est des centaines de milliards. C'est plus de 300 milliards. Et en fait, les gens, ces boîtes-là, ils ont des problèmes parce que ils se mettent dans un call center à un endroit, ils recrutent les gens autour, les gens sont formés pendant un mois, ils restent 3 mois, ils ont 70% de turnover, c'est un délire. Les gens restent pendant 3 mois, au bout de 3 mois, ils se barrent, c'est pas très intéressant de suivre des scripts, etc. Du coup, comme ils sont posés dans un endroit en général où le coût de la vie est inférieur, donc souvent ça va être en Afrique du Nord ou en Inde ou en Amérique du Sud. Du coup, ils ont fait les 5 kilomètres autour. Après, ils ont écumé tout le monde, donc ils vont faire les 10 kilomètres autour, les 15. Et après, ils se retrouvent un peu dans les campagnes. Tu as des gens qui parlent à peine la langue. Et donc, du coup, la qualité dans ce qu'on s'appelle le NPS, le Net Promoter Score, dans ce que ressentent les clients quand ils appellent, il est catastrophique, quoi. Et j'ai un de nos clients qui vient et il dit ouais, votre système, il n'a pas reconnu la conversation. J'écoute la conversation, je comprenais pas ce que disait la personne. Et j'ai dit en fait, le sujet, c'est est-ce que cette personne devrait être à répondre au téléphone quand elle parle à peine la langue et sans peut-être que c'est pas sa langue d'origine et tout, il y a pas de jugement de valeur, mais c'est que tu vois pour le support client, il y a un moment donné ça a pas de sens, tu vois. Et en fait, ils ont tellement tiré les coûts vers le bas, tellement réduit les coûts que le client s'y retrouve plus, les clients ils sont en train d'abandonner ces supports téléphoniques, les trucs avec. Alors du coup, il y a plein de façons de faire, hein. Tu fais des dédales de numéros à taper pour jamais tomber sur un humain, pour voilà, pour essayer que les gens
d'école à un moment donné. Mais la réalité, c'est que les gens sont pas satisfaits. Donc moi, je pense que l'avenir de la voix, il va être un endroit bête, pas sexy. C'est pas sexy, ça fait rêver personne. Mais la réalité, c'est que ça concerne tout le monde et c'est des gens qui n'ont pas envie d'être là. Il y a personne qui va venir avec une pancarte dans la rue à faire une grève en disant on veut retourner dans le call center. Non, ils veulent pas être là. Donc maintenant, ceux qui veulent être là et qui sont compétents, ils auront beaucoup, beaucoup de valeur et ils seront dans des jobs qui seront hyper intéressants parce qu'en fait, ce sont les hackers de demain. Parce que quand tu viendras et que tu auras un vrai problème sur ton routeur que le langage naturel n'a pas été capable de répondre, là, tu vas taper un humain et il va devoir être créatif. Il va dire, OK, bah, essayez de le démonter, mettez-le dans le congélateur, il a peut-être une surchauffe. Ou est-ce que vous pouvez regarder est-ce que ça sent le brûler quand vous mettez à côté? C'est pas dans les process, c'est nulle part. Et là, leur job, il est intéressant. Et là, tu vas avoir de la meilleure rétention. Tu vas potentiellement même pouvoir relocaliser parce que tu vas avoir des sujets techniques qui doivent être proches du centre de recherche ou proches de la maison mère. Tu vas arrêter de lire des scripts. Donc, ils vont avoir des jobs intéressants. La qualité perçue client, c'est ah, vous avez sauvé ma journée, franchement, merci. Tu as une note ultra positive, même si tu avais un problème avant. Et c'est comme ça qu'on reconstruit la relation client. Donc moi, je pense que c'est peut-être pas très fun, mais je pense que ça va être un des premiers jobs qui va être complètement changé et où il n'y aura pas de friction, entre guillemets, dans la transformation. Très intéressant, merci Jean-Louis sur cette perspective. Du coup, tu t'as dit que tu investissais dans des boîtes, j'imagine pas mal de boîtes dans la Gen AI. Quel conseil tu donnerais à ceux qui nous écoutent et qui songent ou sont en train de se lancer du coup dans des nouvelles boîtes qui exploitent cette technologie-là de manière générale? Quelle est ta vision de cette industrie et ouais, quel learning est-ce que tu en retires? Tu peux partager. Bah, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'argent qui va venir, comme à peu près à l'arrivée d'Internet, où tu as eu des agences web de partout, tu as eu des agences qui du coup se sont mis à faire des annonces sur le web. Il y a eu plein de nouveaux business. Donc je pense qu'on est à peu près dans la même veine de ce qui s'est passé dans le web à l'époque. Euh, donc bien réfléchir aux deux chemins qu'ils veulent prendre. Ça c'est la première. La deuxième, c'est de réfléchir au point d'atterrissage. S'ils prennent la branche equity, de réfléchir à l'atterrissage parce que on n'est pas en 2021, donc les gens investissent plus sur des potentiels, ils investissent plus sur du revenu et sur de la profondeur de marché. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur la stratégie, c'est plus de la profondeur de marché. Le troisième, c'est que si vous allez sur la partie equity, ça va être assez dur en tout cas, de bien gérer si vous êtes juste des wrappers d'API. Ça va être compliqué. Il faut avoir un très 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 gros. Tu peux pas venir tech en disant si t'es tech, tu peux pas venir chez faire un wrapper en mettant un wrapper de Claude, de Anthropic, de machin, et puis en les mixant ensemble et en espérant qu'on vienne te voir en disant j'ai révolutionné une techno. Ça va être compliqué. Il faut tout de suite que tu penses produit avec des produits qui ont des impacts très forts. Ça peut être des choses que tu connais, un vertical que tu connais très bien. Moi, je vois des gens, tu vois, c'est pas des experts de l'IA, mais ils font des produits d'IA que je trouve incroyables. Et après, tu as des cas un peu bâtards du genre euh, Argile, tu vois. Moi, ils m'ont bluffé sur leur deepfake. Leur modèle et c'est un délire. J'ai jamais vu ça. Photoroom, où en fait, ils sont capables de faire d'un côté un très bon modèle fondamental, mais ils n'ont pas tout misé là-dessus. Ils ont misé sur l'expérience utilisateur au début. Et leur expérience utilisateur était tellement limitée par les technos qu'ils se sont mis à faire du fondamental. Mais ils ne sont pas arrivés avec le fondamental en premier. Ils sont arrivés avec un problème métier à résoudre. Donc, soit tu vas dans la partie technique et tu as quelque chose de fondamental que tu as réussi à traiter qui va changer l'industrie. Mais si tu fais de la partie wrapper, tu peux pas venir avec de la tech pure. Il faut que tu viennes avec un. Voilà. Donc, ça, c'est un peu mon conseil. Sinon, bah, en fait, on va te. Ça veut pas dire que tu peux pas faire ce que je disais, le chemin plus entrepreneurial bootstrap. Hein. C'est pas mon. Je pars de la partie equity, donc levée de fonds. Je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué d'avoir des wrappers avec des grosses valos. Ça va prendre, à mon avis, 2-3 ans avant que les fonds se calment sur ce qu'ils appellent les foundation models, etc. Il va falloir qu'ils se calment. Enfin, ils vont se calmer dans 2-3 ans, je pense.
Et là, ils vont comment avoir donc, tu sais, c'est comme je sais pas si tu vois le cycle de Gartner, je sais pas si ça te parle, ce qui s'appelle le hype cycle. Je sais pas si ça te parle? Non? Non, ça me parle pas, non. Donc, en fait, tu vas sur Google, tu tapes hype cycle, en fait, t'as une montagne qui monte, donc ça, c'est le hype, on est en plein dedans. On est en plein dans le haut de la hype de la Gen AI, où tu vas avoir des Mistral, machin. Ensuite, tu vas avoir une redescente, qui est un peu la disillusion, c'est ce qu'on vit en Web3 en ce moment. Et ensuite, tu vas avoir la remontée, qui va prendre, pareil, ça dépend des technos, mais 2-3 ans. Et ensuite, tu vas avoir le plateau de productivité. Donc, en fait, ça fait comme un signal électrique qui va aller chercher son asymptote. Tu vas avoir une impulsion électrique et hop, et elle va venir sur son plateau de productivité. Donc, je pense qu'il va y avoir une courbe de désillusion sur le Gen AI. Je pense qu'on est déjà dedans, honnêtement. Tu vois, on parlait de ce matin là de, je sais plus comment ça s'appelle, tu m'as dit, j'ai oublié son nom. Inflection AI. Inflection AI, Stability, etc. Déjà, les gens commencent les fonds commencent à descendre un petit peu et à calmer un peu le truc. Plus en plus, on se tape la crise. Donc là, l'argent, il est cher, très cher. Donc voilà, ça descend un petit peu. Ça va remonter et au plateau de productivité, il y aura un pognon malade à se faire parce qu'il y aura plein de petites apps. Tous les, tu sais, les Penny Lane like, des Conto, je dis des trucs que j'adore, Finery, des trucs comme ça. Il va y avoir plein de nouveaux choses qui vont utiliser la techno comme l'équivalent d'un serveur ou du cloud. Et on se posera plus la question est-ce que c'est foundation ou pas, on se posera la question du produit et du problème que tu résous. Mais voilà. Mais si tu arrives aujourd'hui en ce moment, bah, soit tu es vraiment très très bon dans ce produit-là, soit tu vas te faire tacler en disant que c'est pas foundation, tu vois. Voilà, c'est mon avis, c'est ma perception et c'est ce que je vois et des gens qui ont du mal à lever aussi, quoi. Ouais. Et être revenu centrique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup revenu centrique. Parce que tout le monde regarde ça en ce moment. Très clair. Tu as cité Argile, Photoroom. Il y a d'autres boîtes, que ce soit en France ou ailleurs, que tu suis de près ou Bah, qui te disent... scénario, je suis un très gros fan de scénario. Mistral, évidemment. .txt, qui est Hotline. Donc ça, c'est un peu plus... Tu peux les décrire pour ceux qui connaissent pas? Scénario, c'est du Gen AI où tu vas euh, faire tes propres caractères et il va te donner tous les assets, ce qu'on appelle des assets donc des items un peu dans ta besace de gaming, des choses comme ça, pour faire tous tes univers. Et ce qu'ils font, c'est absolument incroyable parce que c'est probablement un des éléments les plus bloquants quand tu fais du gaming, c'est d'aller chercher tes designs, des choses comme ça pour essayer d'assembler et faire tes mock-ups et ton univers. Donc ça, moi, scénario, je les trouve incroyable et c'est des gens brillants derrière. Donc, Et ouais, donc on les a interviewés. Pour ceux Ah qui, ouais, mais t'avais qui? C'était Emmanuel que t'avais eu? Emmanuel, ouais, on a eu Emmanuel Demestre. Ouais, ouais, voilà. Bon. Après, je suis un peu biaisé, j'ai investi chez eux parce que je les adorais, mais ils sont là. Mais t'en as d'autres, tu vois. Par exemple, je te disais .txt. Eux, ils font un truc qui est pas fun. C'est comme nous, c'est pas hyper sexy, mais c'est un problème que tout le monde a, c'est utiliser le Gen AI pour sortir la donnée structurée. Donc, je te donne une conversation et tu vas dire extrais-moi tous les médicaments, extrais-moi toutes les adresses, extrais-moi tous les prénoms, extrais-moi tous les. Et dans un format structuré, ce qui fait que les développeurs derrière, d'un texte non structuré, sont capables de remplir une base de données, un CRM ou faire des applications à la volée, etc. Chose qui est hyper compliquée, mais qui représente 90% des cas d'usage du LLM selon moi. Donc tu vois, un peu grey, etc. Mais moi, ouais, les mecs sont brillants. T'as Pruna AI qui s'occupe de compresser les réseaux de neurones pour qu'ils aient le moins d'impact, qu'ils soient les plus petits possibles, pour faire des économies d'infrastructure. Ça, c'est des Français encore, tu vois. Ah ouais, je pourrais t'en donner une palanquée, mais Mistral, évidemment, bon, ça, j'ai pas besoin de les présenter, tout le monde les connaît. Mais voilà, t'en as un certain nombre qui sont très chouettes et qui, je pense, montrent qu'on n'est pas complètement largué. Et moi, ça me fait plaisir de voir des Français comme Mistral qui reviennent et qui montent des boîtes en France. Tu sais, d'autres que j'adore, Poolside, tu vois. Ils sont américains, ils ont fait leur siège social en France. On a les bureaux avec eux, tu vois. Il y a avec FlexAI aussi qui font du hardware, plutôt la partie juste au-dessus du hardware. Tu vois, Poolside, c'est pareil. Je veux dire, les mecs, c'est anciens CTO de GitHub, quoi. Les mecs sont à Paris. Donc en fait, il y a des talents en France, ça c'est chouette, et ça crée un écosystème qui, je pense, va générer de l'attraction pour les développeurs, qui ne sont pas des développeurs d'IA, parce qu'il n'y a pas besoin de tant que ça de développeurs d'IA. Tu as plus besoin de gens qui savent très bien faire de la technique, qui vont rentrer dans ce monde-là, qui vont comprendre l'IA, qui vont s'approprier la techno, qui vont peut-être sur les 100, on a 2% qui vont faire leur boîte,
qui vont monter une boîte, puis ça va refaire 2%, puis ça va faire 2%. Donc moi, c'est... Voilà, donc je considère ces boîtes-là, mais il y en a tout un tas que j'ai oublié. Argile, je t'ai dit, ouais, eux, ils font on va dire de l'avatar, mais tu peux appeler ça du deepfake si tu veux, mais ils font de l'avatar. Franchement, leur techno, allez voir sur Twitter, c'est un délire ce qu'ils ont fait. J'étais vraiment bluffé, quoi. Ouais, ils sont très forts. Ouais. C'est Marc Andreessen qui a retweeté le deepfake qu'ils avaient fait de lui. Ouais, c'est ouf. Ouais, c'est ouf. Non, ils sont une très belle techno. Et Laodis, d'ailleurs, fait partie des contributeurs de notre newsletter Mozzabytes. Donc, petite dédicace à Laodis. Ouais, mais tu vois, c'est un mec qui a bossé fort, hein, parce qu'il n'avait pas la communauté au départ. IA, c'était pas un gars qui avait une communauté. Et il s'est vachement impliqué, il s'est vachement. Et tu regardes, c'est ce que je dis, ça fait partie des gens où ils ont vu un problème et ils ont traité le problème et la techno est venue résoudre le problème pour eux. Moi, ce que je peux donner en conseil entrepreneurial pour ceux qui y pensent, c'est qu'arrêter de penser. Et il faut se lancer. On a la chance d'être dans un pays qui a, on va dire, une sécurité de l'emploi, même quand tu n'as pas d'emploi. Donc, si tu fais une rupture ou un départ pour créer ta boîte, en fait, à des conditions incroyables. Et mon conseil, c'est de prendre le capital pour monter ta boîte. Et tu peux récupérer en gros, ton chômage, tu peux le récupérer en capital ou en chômage longue durée. Mais moi, après, chacun fait ses conseils financiers. Mais en tout cas, moi, j'ai fait une connerie, j'ai pas pris le capital. C'était vraiment une bêtise. Tu as cette facilité-là qui n'existe pas ailleurs. Le deuxième, c'est si vous êtes un développeur, franchement, il n'y a aucun risque parce que vous retrouverez un taf de toute façon. Le marché est en tension complète. Voilà, et les gens seront friands d'aller chercher des gens qui ont testé quelque chose et qui ont essayé de créer quelque chose. C'est des profils que vous, en tant qu'entrepreneur, vous découvrirez, mais que c'est des profils idéaux pour vous parce que tu vas chercher à comprendre le marketing, le sales, etc. Et les profils complets comme ça court pas les rues et c'est en général relativement bien payé. Donc il n'y a aucun risque à créer sa boîte. Le seul risque, c'est d'apprendre. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc moi, c'est ça le premier conseil. Et le deuxième, c'est de bien s'entourer et d'avoir un bon écosystème. On parlait de Argile. Je pense pas qu'Argile serait Argile s'il n'y avait pas eu la communauté qu'ils ont été capables de créer autour d'eux. Et ça, je pense que c'est un truc qui est hyper important, c'est la communauté. Et choisir des bons business angels, si jamais vous prenez le chemin de l'equity, qui vont vous guider sur les premiers pas. Et vont ouvrir le réseau et vont vous aider à créer tout ça. Mais arrêtez de réfléchir. Et il faut se lancer. Magnifique. Montons des boîtes dans la Gen AI. Merci beaucoup Jean-Louis pour tes réponses, tes anecdotes, tes apprentissages. C'était hyper cool de te recevoir. Et merci à toi de m'avoir invité. À la prochaine. Salut. Voilà, c'était Mozzabytes. Merci à tous pour votre écoute. Pour être tenu informé des prochains épisodes, mais aussi des dernières actus dans l'IA générative, les nouveaux outils, les meilleurs événements et les levées de fonds récentes, inscrivez-vous à notre newsletter Mozzabytes sur Substack. Et enfin, si vous réfléchissez à l'intégration de la Gen AI dans votre produit, vous souhaitez lancer un nouveau produit avec cette technologie, écrivez-moi et je serai ravi de vous montrer comment notre studio Mozza peut vous aider sur ces nouvelles opportunités. À très vite.